Pour assurer leur évolution technologique, 77% des entreprises canadiennes considèrent les TI comme un investissement ou un partenaire stratégique de leur réussite. Chez Novipro, nous sommes une vaste équipe d'experts qui accompagnons les entreprises de toute taille dans leur évolution technologique. Nous proposons des solutions avant-gardistes pour répondre aux besoins d'affaires de nos clients. Depuis près de 30 ans, Novipro est un créateur de valeur. Pour optimiser la performance des entreprises dans l'écosystème numérique d'aujourd'hui, notre approche s'appuie sur 3 piliers essentiels. La richesse de notre capital humain, notre éventail d'expertise et la puissance de notre réseau. Novipro vous propose des solutions clés en main pour vous accompagner dans vos projets de transformation numérique. Du début à la fin, un seul interlocuteur, plusieurs expertises. Une capacité extraordinaire à concevoir des solutions technologiques créatives et complètes, à déployer les dites solutions avec la précision d'un mouvement suisse et à soutenir fiablement ces solutions avec un niveau sans égal de proactivité et de réactivité. Pour relever vos prochains défis technologiques, choisissez l'excellence. Comptez sur un partenaire qui comprend vos enjeux et qui vous aidera à prendre les bonnes décisions adaptées à votre réalité et à vos aspirations. Accélérez vos progrès. Novipro, copilote de votre évolution. Bienvenue à cette présentation. Pourquoi le secteur manufacturier est une cible de choix. Mon nom est Pierre Tocci, conseiller stratégique en transformation des TI. Je dois vous dire que mon rôle serait très difficile si je n'avais pas d'experts conseils tels Patrick en Industrie 4.0 et Dominique, ici notre CISO chez Novipro. Patrick, ton expertise en industrie? Oui, bonjour Pierre. Je suis ingénieur mécanique de formation. J'ai travaillé 25 ans dans les industries manufacturières comme manufacturier exportateur, principalement 20 ans dans les pâtes et papiers et 5 ans en automatisation robotique. J'ai occupé différents postes durant ces 25 années-là à titre d'ingénieur de projet pour commencer, mais après ça aussi comme directeur d'ingénierie, directeur de la production, directeur des opérations. Puis maintenant, depuis 5 ans, je suis chez Novipro et j'accompagne les entreprises dans leur transformation numérique, autant du niveau ERP, IoT, analytique avancée. Maintenant, mon collègue Dominique Derrier, qui est notre CISO, chef de la sécurité informationnelle chez Novipro et chez nos clients. Oui, merci Pierre pour la présentation. Effectivement, rôle de CISO pour Novipro, la gestion des risques et puis l'accompagnement de nos clients dans leur parcours ou dans leur chemin, leur cheminement sur la cybersécurité, avec toute l'équipe qui gère ça. Merci, monsieur, de m'accompagner dans ce prochain 60 minutes. Donc, vous parlez de Novipro brièvement. Ça fait près de 30 ans, en 1993, que Novipro a été fondé, 125 conseillers, tout azimut. Nous utilisons beaucoup de cadres de référence pour analyser les travaux qu'on doit faire, déployer, etc. Aussi des méthodologies maison qu'on a bâties grâce à nos expertises ici.
Et finalement, dans les projets que l'on fait, on aime pouvoir accompagner nos clients durant tout le cycle de vie. Donc, c'est pas juste on va regarder quelque chose pour vous et faites vos choses, mais possiblement vous accompagner jusqu'à l'implantation et la gestion. Aujourd'hui, comme agenda, nous allons parler de l'état de la menace, nous allons parler de simplification à la manière Dominique, nous allons parler de vulnérabilité et nous allons parler de cas réels aussi. Et finalement, le take-out, que doit-on retenir de cette conversation ensemble? Donc, Dominique, je te lance. L'état de la menace, comment la vois-tu? Première chose, on parle de risque, et j'aime parler de risque parce que quand on veut parler de sécurité, il faut expliciter le risque et comprendre le risque Le risque, c'est très personnel pour chaque entreprise, c'est très personnel. On a une relation très particulière avec le risque. Et puis, on a autour de nous un cercle de gravité. Une fois qu'on a traversé ce cercle, ça va nous impacter. Les gravités, on les a, Pierre, très facilement du plus gros, du plus bas au plus fort. Le risque qui serait inadmissible, c'est effectivement l'intégrité physique. On parle de vie et de mort, qui est le risque le plus grand qui puisse arriver, ou en tout cas qui est éthiquement reconnu comme un risque très fort. Les risques juridiques, personne ne veut aller devant un avocat et se faire poursuivre. Le risque de réputation, celui-là, il frappe beaucoup et puis il intéresse fortement certaines entreprises, des équipes de marketing, parce que ça peut avoir des capacités sur la vente, des risques financiers, les pénalités qui seraient à payer, les pénalités de retard. Donc ça, c'est des risques, des gravités qui vont nous toucher et on va devoir prendre action. Et puis, on peut avoir des choses qui sont aussi anodines que du vol de temps, du vol de documents. Puis ça, c'est moins grave. Okay? Et donc, l'idée, c'est de traiter le risque qui va être dans notre sphère. Pas trop, parce que si c'est trop important, on va abandonner, puis pas trop faible, sinon on va considérer ça comme insignifiant. Souvent, on va traiter le risque en fonction de la distance. C'est-à-dire, c'est loin de nous. On a des exemples d'attaques, on a des groupes de ransomware qui sont introduits dans des armes nucléaires. Ça, on est digne du film de James Bond. Est-ce que ça va arriver? C'est James Bond. On voit ça à TV. Okay. On peut avoir, il y a eu des stations, des traitements des eaux, il y a eu le pipeline. Donc on met la distance, puis comme c'est loin, ça ne nous touche pas. Moi j'ai la chance d'habiter à Montréal. S'il y a le feu qui se passe à Longueuil, je ne veux pas checker de quoi. Par contre, s'il y a le feu dans mon quartier, je peux te dire que je vais vérifier tous les détecteurs à incendie, puis là, je vais être très, très impacté. Okay. Et donc, aujourd'hui, on met la distance, et malheureusement, la distance, ce n'est pas un facteur suffisant parce qu'on est des victimes potentielles, parce qu'aujourd'hui, on est tous à quelques clics d'une entreprise ou d'une autre. Et puis, on le voit dans la slide d'après, oui, ça se rapproche de nous. On a des éléments qui sont très, très proches de nous dans le milieu industriel. Je pense qu'on allait un peu trop loin. Dans le milieu industriel, on a des éléments qui sont parus dans les nouvelles. On parle des éléments Interbonne, on parle d'éléments de transporteurs de marchandises, effectivement, on parle de Sherbrooke, tout ça c'est dans les nouvelles, puis une fois que c'est très rapproché de nous, oui, on va régler quelque chose. Mais la distance, ce n'est pas un facteur de réduction du risque. Et ça, c'est très important de le comprendre. Et en fait, c'est probablement ce qui est le plus méconnu, devrais-je dire, ou le plus mal compris de nos clients, c'est qu'on peut être loin, mais on est proche du mauvais acteur aussi. Et du coup, quand on regarde l'état de la menace à proprement parler, eh bien, cette fois-ci... Donc, si on parlait des mauvais acteurs, qui sont-ils? Les mauvais acteurs, on en a quelques-uns, on peut les classer par catégorie. On a aujourd'hui à peu près 36 groupes d'acteurs malveillants qui sont organisés dans un système très pyramidal. Il faut voir ça vraiment comme de la mafia, du crime organisé, avec des access brokers, c'est-à-dire des gens qui s'improvisent pirates, puis qui vont travailler pour le plus gros du quartier, qui va travailler pour un plus gros, etc. Donc on a vraiment un système très, très pyramidal qui sont faits. On a à peu près 36 groupes, après il y en a qui changent de nom, qui basculent, avec des buts plus ou moins louables, avec des noms qu'on voit dans la presse, des Reveal, des Avadon, des Babouk, des Darkside. Il y en a qui se font attraper par les forces de police, etc. On les voit apparaître dans les journaux. Et ils ont des modes opératoires plus ou moins définis. C'est comme ça qu'on sait qu'on peut attribuer une attaque à tel ou tel groupe. Et puis, ils ont même une éthique toute relative. Certains s'annoncent, on fait des audits sur certaines entreprises, mais pas les écoles, pas les hôpitaux. On ne fera pas de mal à eux autres. Par contre, il y en a certains où ils vont gêner. C'est un marché cybercriminel. On voit
11 États aussi qui sont à l'intérieur, 11 États-nations. Alors, on ne les nomme pas par pure politique ou par politesse politique, mais on a quelques noms qui traversent l'esprit où on sait qu'on a du financement pour attaquer les entreprises. Et puis, on le voit dans le petit graphique à l'intérieur. Peut-être qu'on le voit moins, mais les 2 secteurs les plus attaqués aujourd'hui sont les manufactures, les chaînes de manufacture et les industries. Ce sont vraiment les 2 plus grosses qui sont attaquées. Ça, c'est les résultats. Ce n'est pas l'envie, ça, c'est les résultats qu'on observe sur le terrain. Et comment est-ce qu'ils se font avoir ? 45%, c'est généralement ce qu'on appelle le malware, le virus, si on veut vulgariser, qui est arrivé, qui est rentré à l'intérieur de l'entreprise, puis qui cause du mal. On a une petite partie, c'est 10%, c'est les accès. On a volé le mot de passe patate ou soleil 1, 2, 3, qui est bien connu dans l'entreprise, qui est utilisé. Je dis ça en blaguant, mais c'est des constatations qu'on voit aussi sur le terrain, parce qu'on n'a pas cette notion-là. Des vulnérabilités qui ne sont pas exploitées. Puis quand je parle de vulnérabilité exploitée, c'est pas la dernière vulnérabilité qui est sortie, qu'il faut évidemment corriger, mais je parle de la vulnérabilité qui date d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis on verra tantôt avec Patrick pourquoi est-ce qu'on a ce déficit de sécurité. Et la statistique est vraiment pas bonne, parce qu'aujourd'hui, dans le monde, à peu près 1 entreprise sur 3 s'est faite attaquer avec des notions de ransomware à l'intérieur de ça. Donc c'est vraiment énorme, ça cause vraiment du trouble à l'économie. Et puis, avec une moyenne de $250 000, j'allais dire, sur un paiement, sans garantie. Il n'y a pas de garantie, ce n'est pas parce qu'on paye qu'on est garanti, on verra plus tard là. Ouais. Et avec des délais de recouvrement qui peuvent aller entre 15 et 90 jours en moyenne. Puis là, ça, c'est pour les gens qui expriment vraiment leurs points. Il y en a d'autres qui cachent complètement. Donc, les statistiques. Donc, il faut surtout, confiance relative. Surtout pas avoir une lunette rose et penser qu'on n'est pas à risque, qu'on ne sera pas attaqué, parce que les chiffres le démontrent. Ça arrive. Tout le monde peut se faire attaquer. Tout le monde a quelque chose à perdre. Et les mauvais acteurs peuvent saisir n'importe quoi, veulent saisir n'importe quoi, n'importe où. C'est ce qu'il faut se dire aussi. L'importance, c'est bien comprendre que la distance, ça se passe loin de nous, c'est pas vrai. Il faut faire attention à ça. Et maintenant, c'est organisé, c'est pas notre ado de secondaire 1 qui teste dans le sous-sol puis qui veut épater ses collègues, ses amis. C'est loin de là. Il peut y en avoir, mais ça va très vite rentrer dans du crime organisé. Oui. Maintenant, Dominique, tout à l'heure, tu nous as parlé de simplification dans l'agenda. Simplifier quoi? Et c'est quoi l'équation? Je me suis dit, en préparant cet échange, je voulais faire un cours sur la gestion du risque, etc. Donc, je voulais simplifier pour que ce soit accessible à tout le monde. Le risque, c'est l'impact par de la probabilité. C'est relativement simple. L'impact, je vais perdre 2 heures, 3 heures, 10 jours de production sur mon environnement industriel. Je ne vais plus pouvoir prendre des commandes. Donc, on est capable d'imaginer l'impact de manière financière. Okay. Les probabilités, la probabilité que ça arrive, c'est 2 composantes. C'est qui nous veut du mal et puis les vulnérabilités qui sont présentes. Quand on multiplie les 2, on a notre niveau de risque. Et le risque, quand on parle, c'est le côté d'une pièce, puis à l'autre côté de la pièce. Le symbole chinois pour la crise, c'est crise et opportunité, c'est le même symbole, par exemple. Et de l'autre côté de la pièce, du côté de l'attaquant, lui, ce qu'il va voir, c'est le gain multiplié par la facilité qui va augmenter ses opportunités. Et quand on parle de simplification, lui, il va être capable de générer ses menaces, etc. Et puis, il va regarder les vulnérabilités présentes dans l'entreprise. Si on veut simplifier l'équation, en gros, on pourrait parler simplement de vulnérabilité pour aider à comprendre, pour aider à voir que si on va jouer sur les vulnérabilités, on va réduire, on va jouer sur la balance risque et opportunité pour le pirate. Et ça, c'est vraiment important de comprendre cette notion-là de vulnérabilité, parce qu'une fois qu'on adresse les vulnérabilités, on commence à être en meilleure posture pour le faire. Donc, ce qui est important, c'est, oui, des vulnérabilités, il y en a partout. Personne n'a le risque 0. Par contre, si on leur permet une facilité d'entrée, c'est là que ça devient dommageable. Les vulnérabilités, ce n'est pas que technique. Ce n'est pas qu'une expertise purement technique, l'informaticien qui tape des lignes de code sur un écran à la Matrix pour faire de quoi. Des vulnérabilités, ça peut être des vulnérabilités humaines, on en connaît pas mal, des vulnérabilités de processus, parce que on sait que tous les jeudis, on sort les fiches de paye et puis qu'elles sont mises dans un classeur qui n'est pas protégé, par exemple. Et donc, du coup, on a plein. Et les derniers, c'est, j'ai dit process, les personnes, les process et puis les outils. Excusez-moi, on a un petit problème. Bon, et voici, la diapo est arrivée. Parfait.
Donc, au niveau des vulnérabilités, tu nous parlais de conversion. Plus c'est facile, plus les mauvais acteurs vont entrer chez nous. L'équation, les pirates comme les informaticiens sont pas des fainéants par nature, mais aiment bien que les choses se passent bien, toutes seules, relativement facilement. C'est pour ça qu'ils automatisent. Les mauvais acteurs, les méchants, font la même chose. Ils font la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont essayer d'automatiser, que ce soit le plus facile, avoir des fameux quick wins, et puis donc prendre là où ça nous fait mal et appuyer là où ça fait vraiment mal. Et il ne faut pas douter de leur capacité à faire mal, parce qu'ils sont patients. Ils sont patients. Ils sont capables de voir qu'est-ce qui va à l'intérieur de l'entreprise, qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur de l'entreprise, peut-être même mieux que les gens qui sont déjà présents dans l'entreprise. Maintenant, si on parlait de cas vécu avec nos 4 éléments ici, convergence, obsolescence, méconnaissance et fournisseurs. Patrick, toi qui es dans le domaine, si on parlait de cas vécu avec la convergence. Effectivement, Pierre, le premier point qu'on a ici dans les vulnérabilités, c'est la convergence des TO-TI. TO, juste pour être bien sûr qu'on se comprenne tous, c'est les technologies opérationnelles, donc les technologies qu'on retrouve sur le plancher d'opération qui nous aident à produire. Ça, c'est plus au niveau de technologie opérationnelle. Côté TI, c'est ce qu'on connaît le plus, les technologies de l'information, le corpo, et ainsi de suite. Pour mieux comprendre pourquoi on parle de convergence de TO et des TI, j'aimerais ça faire un retour dans le temps un peu, puis vous montrer en bas complètement à gauche dans la slide. On voit les industries 1, 2, 3, 4. Juste pour passer rapidement, Industrie 1, ça fait bien longtemps, c'était tout ce qui avait rapport avec l'arrivée de la machine à vapeur. Toute la production, l'automatique, à ce moment-là, de la production avec des machines à vapeur, c'était l'Industrie 1. À 2, on a eu toute la question de l'électrification qui est venue pour nous aider avec la production. Et on a pu commencer à faire aussi la production de masse. Au lieu d'en faire un à la fois, on a fait la production de masse. Là, c'est là que ça a commencé. Par contre, ce qui nous intéresse pour aujourd'hui, c'est vraiment plus dans la stage qu'on voit là, l'industrie 3.0, c'est tout ce qui est l'automatisation robotique. C'est là que ça a commencé justement à automiser les lignes de production. On a commencé à avoir du code à ce moment-là aussi pour commencer à tout ce qui est automatisé, la meilleure procédé, et ainsi de suite. Puis si on y va avec l'industrie 4.0, l'objectif d'ici, c'est vraiment de connecter toute l'information qu'on a des machines 3.0, autrement dit, tout ce qui est déjà machinerie, de pouvoir connecter ça soit à notre système corporatif ou soit à un ERP aussi. Par exemple, on a de plus en plus, les ERP veulent avoir les résultats en temps réel de la production, et ainsi de suite. Puis, de l'autre côté, les lignes d'affaires, eux, veulent avoir les résultats sur le plancher quasiment en quasi-temps réel au lieu d'avoir des rapports qu'ils reçoivent, admettons, à la fin de la journée. D'où vient le besoin de la convergence, d'être capable d'aller chercher les données sur le plancher à partir du réseau corporatif. Maintenant, par contre, l'enjeu qu'on a principal, c'est comme on peut le voir sur l'image dans le centre en bas, c'est qu'on a 2 équipes, une équipe TO et une équipe TI. L'équipe TO, c'est vraiment des ingénieurs de production. Ils font tout ce qui est l'optimisation de la production. Ils vont optimiser leur code. Ils vont être vraiment plus au niveau de l'opération plancher, tandis que les TI sont de l'autre côté. Puis souvent, il n'y a même pas une visibilité de ce qui se passe sur le côté TO. Fait que ça, c'est un problème. C'est pour ça qu'on a un mur entre les deux. Puis il ne faut pas se le cacher. Côté TO, ils aiment bien avoir ce mur-là aussi parce qu'ils peuvent faire leurs choses de leur manière sans nécessairement avoir le TI, dans certains cas, qui vont même dire qu'ils vont mettre des bâtons dans les roues. Bien, traditionnellement, c'est pour ça qu'on a bâti nos manufactures, c'est d'avoir un mur de béton. Vu qu'on ne laissait personne rentrer à l'intérieur, on pouvait faire nos opérations de mission à l'intérieur avec nos moyens. C'est pour ça qu'on appelle ça un mur de béton aussi. Oui, ça vient de là. Puis on le voit bien aussi dans l'image juste à droite avec les triangles. Justement, côté OT, l'objectif principal, eux autres, leur objectif, c'est pas tant la sécurité comme le TI, c'est vraiment la sécurité de l'information, confidentialité. Oui. Tandis que le OT, la technologie opérationnelle, eux, c'est beaucoup plus la rapidité, avoir la disponibilité, mais aussi surtout pour s'assurer de la santé-sécurité, d'où le mot « safety ». C'est santé-sécurité du personnel qui prime, confidentialité beaucoup moins, comme on peut voir sur le triangle, principalement dû justement au mur de briques que pour eux, une fois que tu es à l'intérieur de l'entreprise, tu es sécure. C'est une perception. D'où l'enjeu de fluidité entre les deux côtés. C'est pour ça que c'est important de briser le mur pour avoir une meilleure flexibilité pour vraiment l'optimiser. Maintenant, je suis sûr que mon collègue Dominique, lorsqu'il fait ses mandats, il voit qu'on a brisé le mur et on retrouve de l'obsolescence. Exactement. Alors, on parle de l'obsolescence des TO, encore côté technologie opérationnelle. Il faut comprendre que ça a été construit il y a, dans certains cas, plus de 25 ans et même plus, puis que c'est construit aussi pour 25 ans. Ce n'est pas construit pour quelques années ou quelques mois, c'est vraiment bâti pour le long terme.
Et même, on a même des installations encore qui datent avant même l'arrivée d'Internet. Donc, il n'y a aucune connectivité, même Internet, ça n'existait même pas à cette époque-là. Il y a encore des cas, dans certains cas, qu'on a des mots de passe et des usernames et passwords, c'est admin. On en retrouve ça encore, et encore, même dans certains cas, avec pas de patch du tout. Oui, mais c'était normal, parce qu'il n'y a personne qui passait par-dessus le mur. Exactement. Puis l'autre enjeu qu'on a aussi, c'est que les machines ont été installées, tout ce qui est équipement, les automates et ainsi de suite, ont été installés sur plusieurs projets. Des fois, ce n'est pas nécessairement le dernier projet qu'on rechange tous les automates. Au contraire, à chaque projet, il y a tout le temps des nouvelles versions, des nouvelles générations. Fait que soit que dans certaines entreprises, on se retrouve avec des compagnies différentes, et dans d'autres cas, on se retrouve avec la même compagnie, mais avec différentes générations. Ça peut arriver aussi. Puis finalement, ils ne sont vraiment pas préparés pour la modernité. On retrouve aussi encore beaucoup de stations avec des Windows XP, Windows 1995, ainsi de suite, qui, dans le cas comme Dominique, ça fait sourire, mais de l'autre côté, ça fait stresser un peu, dans le sens qu'il faut vraiment les isoler, ces machines-là, ou du moins les considérer. Oui, mais en fait, c'est la compétition a amené un besoin d'extraire des données pour voir qu'est-ce qui se passe et être plus compétitif versus l'autre à côté. Par contre, on extrait des données sur un environnement qui n'était pas prêt à faire face à une compétition qui était comme overnight. Ça n'a pas pris des années à faire ça. Là. Non, c'est demain matin, il faut que tu sois compétitif. On ouvre les portes, puis maintenant, on est à risque. C'est à peu près le constat qu'on voit aujourd'hui. Oui, définitivement. Puis ce qu'on peut voir avec la prochaine slide, justement, c'est la méconnaissance du risque. Ouais. On est à risque, puis on ne sait même pas qu'on est à risque. C'est à ce niveau-là. Puis il faut garder en tête, comme Dominique le mentionnait tantôt, souvent les pirates vont avoir une meilleure connaissance de l'interne que même de nos propres employés ou de notre propre système. Fait qu'ils sont patients, comme on a mentionné, ils peuvent avoir une très bonne connaissance, c'est dangereux. Ils vont prendre le temps pour bien étudier le système aussi. Juste un instant, Patrick. Pourquoi est-ce qu'ils sont plus connaissants de nos systèmes que nous-mêmes? Parce qu'ils font un travail qui est parfois bien oublié, les travaux d'inventaire, les travaux de documentation. Souvent, ce sont des éléments qu'on oublie. Et puis, quand on arrive à créer une passerelle entre le TI et le TO, parce qu'on a voulu fusionner pour aller beaucoup plus vite, on a omis cette petite documentation, cette petite composante, et du coup, on devient vulnérable. Et ça ne prend pas long à avoir des diagnostics, des schémas, des informations sur le mode de fonctionnement. Et de là, leur intérêt à être très patient pour nous observer. On peut regarder les serial killers, hein, on peut checker de ça, Ouais. et les meilleurs sont ceux qui ont fait des études de médecine, par exemple. Exactement. Donc, Patrick, on a une méconnaissance en industrie, dans les risques. Dans nos industries, parce qu'on a de la misère à comprendre comment ça arrive et pourquoi ça arrive. Ouais. Maintenant, C'est ça. Fait que sur la slide qu'on voit ici, ce qui est en bleu, c'est un réseau typique d'une entreprise. On peut voir en bas les PLC, les automates, on est sur le niveau du plancher. Puis tout ce qui est en rouge, c'est des points d'intrusion possibles. ouais. Le premier point, on voit, c'est la clé USB. On peut prendre l'exemple qu'il y a un compétiteur qui voulait attaquer un de ses compétiteurs. Ce qui est arrivé, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout simplement laissé des clés infectées dans le stationnement du compétiteur et un des employés a pris la clé, l'a mis dans le système et a attaqué sa propre compagnie sans le savoir par le compétiteur. C'est des choses qui arrivent. Il faut faire très, très prudent dans la gestion des clés. C'est une des choses pourquoi que les sécurités nous répètent tout le temps de faire très attention avec la clé. Ouais. Ça, c'est un point. L'autre point, c'est toute la question des courriels. Il y a beaucoup, beaucoup de courriels qu'on reçoit qu'on a gagné quelque chose. Il faut être très méfiant de ce qu'on peut gagner, surtout si on n'a pas participé. Puis enfin, qu'est-ce qui est équipement externe? On peut voir en bas complètement, il y a un petit laptop à côté des PLC. Plusieurs entreprises vont accepter que leurs techniciens, les techniciens externes de leurs fournisseurs qui viennent les aider, vont prendre leur laptop puis vont se brancher directement dans le PLC, sans passer par un VPN, sans aucune protection. Ça met à risque l'entreprise. Ouais. D'ailleurs, Dominique, les dernières attaques publiées ou qu'on a eu des nouvelles au niveau mondial, c'était vraiment des attaques à travers des logiciels de manufacturiers. Oui, c'est arrivé très tristement avec SolarWinds, Kaseya, qui sont des éditeurs de solutions logicielles. Puis les pirates ont affecté le logiciel qui était déployé chez les clients. Donc c'est sûr que ça peut être une problématique de la gestion de nos fournisseurs dans la slide suivante, là, qui permet qui ouvre un risque, en tout cas qui ouvre une vulnérabilité, parce qu'on parle vraiment de vulnérabilités qui sont présentes dans les systèmes industriels ou dans les systèmes. Tu es le directeur des opérations et tu veux t'attaquer au volet fournisseur. Qu'est-ce qu'on regarde? Ce qu'on regarde, la première chose qu'on parlait tantôt, que ce soit le technicien avec son laptop qui rentre dans l'entreprise,
ou qui ait accès à la distance, ou que ce soit aussi tout simplement le fournisseur des caméras de surveillance qui peut avoir une installation carrément dans le cloud public. Souvent, ils vont dire « Ah, mais il n'y a pas de problème, c'est à l'extérieur ». On a vu dans certains cas qu'on pouvait rentrer sur le réseau Théo par les caméras directement. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu voir chez certains de nos clients. C'est possible. Fait que de dire qu'on est tout le temps protégé, pas vraiment. Il faut vraiment faire attention de voir qu'est-ce qu'ils ont accès, puis comment ils ont accès, puis de s'assurer que le minimum est fait pour se protéger nous-mêmes. Parce qu'on l'a vu dans les exemples aussi qu'on a vus au début. Tantôt, vous mentionnez qu'il y a certains manufacturiers qui ont été attaqués, mais il y a aussi beaucoup de fournisseurs dans les exemples qu'on a vus tantôt, qu'il y a des compagnies qui ont été attaquées, puis les pirates qui ont passé par leurs fournisseurs pour venir les attaquer. Oui. Puis, c'est pas nécessairement d'avoir une intention malveillante lorsqu'on est à l'intérieur des murs de notre entreprise, aux opérations. C'est qu'on veut bien faire, les moyens du bord qu'on connaît, on les installe, on pense qu'on rend service à tout le monde. Mais vu qu'on n'a pas une cohésion entre chacun qui essaie de bien faire, mais à un moment donné, on crée un grand risque, un grand trou de risque. Et là, ça peut nous faire mal. Exact. Dominique, ceci étant dit, ta vision du risque, le chemin pour accéder aux données, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que les gens de sécurité, ils passent toujours pour des gens négatifs. Donc, ils utilisent de la communication, ou ils essayent de faire des artifices de communication pour aider à la compréhension. Dans cette slide, dans cette diapo ici, on parle de tranches de gruyère. Okay, on a des vulnérabilités, on l'a vu, on a des vulnérabilités sur les personnes. Effectivement, je vais donner des clés USB, puis je vais faire. On a des vulnérabilités sur des processus. Effectivement, peut-être qu'on ne détruit pas le matériel qui devient obsolète, puis il est dans la benne en arrière, puis dessus, il y a les disques durs avec toutes les informations. Peut-être qu'il y a des ports USB, des câbles réseau qui sont faits parce qu'on en avait besoin, puis on n'a pas forcément surveillé. Puis on a des outils qui sont plus ou moins bien configurés, plus ou moins gérés, on en a vu. Tout ça, ce sont des vulnérabilités. Et je rappelle, les vulnérabilités par la menace, c'est la probabilité par rapport au gain que ça vous donne au risque ou l'opportunité pour le pirate. L'objectif, en fait, on a des systèmes qui sont relativement en tranche de gruyère. L'objectif, c'est de maximiser la tranche de gruyère pour qu'il y ait le moins de trous possible. On est d'accord que les trous, c'est pas bon à manger, on préfère ce qu'il y a autour du trou. Mais bref, l'idée, c'est d'avoir les trous les tranches de gruyère avec le moins de trous possible. Parce que chaque trou est une opportunité pour passer d'une étape à une autre, que ce soit en termes de personnes, en termes de processus, en termes d'outils. Et ce qu'on ne veut surtout pas, c'est qu'il y ait un lien très direct entre le danger et la menace et l'accident. On ne veut pas que ça traverse les différents éléments. Et c'est là où il faut faire attention. Le risque zéro n'existe pas. L'idée, c'est de maximiser ces tranches, c'est de maximiser les éléments. Comment on le fait? On réduit nos vulnérabilités. Des mots de passe de 4 lettres parce que c'est plus facile. Facile pour qui? Plus facile pour le pirate ou plus facile pour l'entreprise? Donc il faut se positionner sur ces éléments pour réduire les... En termes techniques, on appelle ça des surfaces d'exposition. L'idée, c'est de réduire la surface d'exposition pour éviter... Dans les modèles Théo, on a des cadres normatifs qui existent, qui sont déjà pré-mâchés, qui sont déjà éprouvés par l'industrie. Souvent, il faut juste se comparer, puis rajuster les niveaux pour éviter les accidents. Justement, ton graphique est très intéressant. Tout à l'heure, tu vas parler des mots de passe à 4 lettres. On retourne à nos gens d'opération. Pendant 20 ans, j'ai été habitué d'avoir une politique de 4 lettres. Personne ne connaissait mon mot de passe. Et maintenant, monsieur le directeur de sécurité ici arrive et me dit « Ça ne sera plus 4 lettres, ça va être 12 lettres avec un majuscule, un minuscule, un point d'exclamation, etc. » Et tu changes aussi. Tu vas le changer aux 3 semaines. Voyez? La culture à l'intérieur des opérations va dire non. Ils vont dire c'est achalant, c'est ça. C'est achalant. Sauf que de notre côté, maintenant, il faut comprendre qu'il faut être aussi. Il faut se participer pour protéger l'entreprise. Absolument, absolument. Il y a un devoir, il y a quand même un devoir. Je comprends que vous n'aimez pas le gars de sécurité qui impose des règles de sécurité, mais je le note. Mais c'est un bon père de famille quand même. Je le note, oui. Exactement. Maintenant, lorsqu'on regarde tes couches de fromage gruyère en entrée, je disais qu'on applique beaucoup des cadres de référence connus. En domaine industriel, tu m'as déjà dit qu'il y en avait un que vous utilisez qui s'appelle le Purdue. Oui. C'est un petit peu ça, des couches... On essaye d'isoler au maximum pour ne pas se rendre au système Théo le plus facilement possible. L'enjeu est comment on réduit les accès tout en maximisant la collecte d'informations pour alimenter les systèmes d'optimisation, optimisation de cédules, optimisation de carnets de commandes. Donc on est obligé d'avoir cette information. Comment on le fait le plus intelligemment possible, le plus sécuritairement possible pour éviter les accidents. Et c'est tout là l'enjeu.
et pas de dire on a juste à tirer le petit fil, puis ça va fonctionner. C'est parce qu'on on veut simplifier le mur, mais il faut faire attention. Oui. Tu m'as déjà dit qu'une des premières choses qu'on doit inculquer d'une entreprise, c'est ce qui est la ségrégation des accès. Segregation of duties, qu'on appelle en anglais. Une personne ne peut pas tout faire avec la même identité. On n'a rien inventé de mieux en cybersécurité que la ségrégation. Par contre, encore une fois, l'enjeu d'accessibilité reste important. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut balancer. Accessibilité, discipline aussi. Maintenant, risque zéro n'existe pas. C'est pas si ça va arriver, c'est quand ça va arriver d'une manière quelconque. On espère que ce ne sera pas gros, que ce ne sera pas fort, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On peut avoir des accidents. Alors, la première chose, quand on voit des vulnérabilités, la première chose évidente, c'est la note de service. On a un exemple très récemment dans la presse pour un célèbre fabricant de matériel informatique à la forme de pomme qui a dit « Ne divulguez pas des informations confidentielles sur Internet, sur nos équipements, parce que ça peut nous causer du trouble. » Ça coûte pas cher. C'est une note de service, puis c'est important de pouvoir marquer le cadre pour rappeler les choses aux différentes personnes. Ça, c'est le point de départ. Alors effectivement, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Hein. Tu ne toucheras pas à la casserole, mon enfant. OK. C'est pas forcément le plus efficace. Non. OK. Mais ça doit se faire, c'est vraiment le minimum, on va dire, de au moins notifier. La deuxième étape, c'est on va travailler sur un processus ou sur des processus, les enchaînements des différentes actions. On va décrire comment est-ce que ça doit fonctionner. Oui, tu n'as pas les accès, c'est quelqu'un d'autre qui a les accès, c'est quoi les intrants, c'est quoi les extrants, et on va modéliser le processus pour que chacun soit au courant, pour faire les choses correctement, répétables, correctement, mesurables. Et puis, si on a besoin de faire des ajustements, ce sera beaucoup plus simple. Ça coûte un petit peu plus cher, on va dire. On augmente sur la notion d'efficacité. Une fois qu'on a un processus, c'est là qu'on va pouvoir mettre un outil pour nous aider à dérouler notre processus. Et j'ai pas fait l'inverse. J'ai pas dit on met un outil qu'on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il va faire. On le fait dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'on veut, et après on va mettre l'outil qui va nous aider à servir ça. L'outil, un peu plus cher effectivement. Et puis un outil, ça va avec une opération. On ne peut pas dire je décrète un outil, puis je m'en vais, ça va fonctionner, ça va continuer à fonctionner. Ça, ce n'est pas vrai. Il faut forcément prendre du temps pour l'opération, le configurer, s'assurer qu'il fonctionne. Il y a un tas d'acteurs, un tas d'entreprises qui ont mis en place leur backup. Toutes les entreprises qui ont un ransomware avaient un backup. Est-ce qu'il était activé? Est-ce qu'il était fonctionnel? C'est un autre point de débat. Mais tout le monde l'a vu. Une autre méconnaissance. Parfait. Exactement. Ouais. Une vulnérabilité de méconnaissance. Et puis après, si on n'est pas capable d'opérer, on s'en va vers du service. Et puis avec le service, on va pouvoir mettre des indicateurs, des KPI. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Est-ce que ça couvre nos vulnérabilités sont suffisamment réduites pour que notre risque au final diminue? Ou aller vers de la réarchitecture, on va redesigner et refaire. Ce qu'on ne veut surtout pas, c'est traverser la ligne rouge, parce qu'une fois qu'on est dans le mode d'accident, là, on n'a pas trop le choix que de s'adapter. On ne peut pas dire on s'arrête là. Non, il ne faut pas traverser la ligne rouge. Et c'est tout là l'enjeu. Malheureusement, c'est arrivé. La vraie vie. Qu'est-ce qui arrive? Ça peut arriver. Alors, pourquoi c'est arrivé? Une vulnérabilité, on l'a explosé. Les vulnérabilités qui existent, on en a vu quelques-unes dans le milieu théo, les plus importantes qu'on est capable de pouvoir expliciter. On a des vulnérabilités humaines, de processus, technologiques. Effectivement, un Windows XP qui traîne, c'est pas bien fort. Je rappelle qu'on en a encore dans certains ATM, dans des distributeurs de banque. Ça peut arriver. Donc, c'est des vulnérabilités qui existent. Donc, c'est le point d'entrée pour des actes malveillants. Et encore une fois, ils ont bien le temps d'étudier le scénario type pour le faire. Une fois que c'est rentré, effectivement, on a une sorte d'exploitation, c'est-à-dire que la personne est dans l'infrastructure, elle va se cacher. Elle va se cacher pour rester le plus longtemps possible. Elle va commencer à faire des actes de sabotage, désactiver le backup, désactiver quelques processus de mise à jour, parce que les pirates, ils n'aiment pas trop ça quand c'est trop à jour. Ils ne peuvent plus s'amuser. On va faire de la persistance, on s'est caché, on va être rappelé, c'est-à-dire que même si tu mets en face, même si tu me coupes les accès, ça va revenir automatiquement. Je vais faire mes éléments qui sont à l'intérieur. Et puis, comme je suis à l'intérieur de l'entreprise, c'est là où je vais faire ma phase de découverte, ça s'appelle techniquement la latéralisation. Je vais chercher à gauche, à droite, pour en avoir encore plus, pour avoir encore plus de dissimulation, avoir encore plus de sabotage possible, encore plus de persistance. Donc je vais rentrer le plus loin possible. Quand on est rendu là, on est quand même dans des étapes de pirate relativement... Le premier accès,
c'est généralement le petit rabatteur, là, le petit dealer du coin. Et puis, quand on commence à s'avancer, on commence à avoir des gens plus expérimentés qui savent exactement ce qu'ils font. C'est des gens sérieux, patients. Okay. La troisième étape, c'est la valorisation des données. Ouais. Ça, c'est pour calculer comment je vais pouvoir faire mal, okay, avec l'exfiltration de données. Donc, effectivement, je peux aller sortir des données. Sortir un octet par un octet, c'est correct. Le temps que l'important, c'est que je les ai, je vais les valoriser. Puis une fois que j'aurai bien valorisé, c'est là où je vais passer à l'acte visible. Parce que l'acte malveillant, il est quand même dans les 2 étapes. Hein. Là, je vais passer à l'acte visible du malveillant. Et là, c'est la rançon. Rançon logicielle, rançon diffusion. Rançon diffusion qui est un win-win. Hein, parce que si tu ne payes pas pour tes données, je vais les revendre à quelqu'un d'autre. Donc, dans tous les cas, je vais me faire de l'argent. Donc, c'est win-win. Et puis, rançon déni de service, où là, je vais commencer à couper les affaires, je vais te bloquer, je vais couper ta chaîne de production. Quand ça se passe dans un hôpital, par exemple, plus d'entrée dans l'hôpital. Ils sont capables de revenir au processus papier, par exemple. Oui. Okay. Donc, et la moyenne de détection, c'est 280 jours. Donc, c'est une statistique qui fait mal, parce qu'on le voit que quand ça ne marche plus. On ne le voit pas quand les données, quand les gens sont à l'intérieur, on le voit vraiment quand ça ne marche plus. Si on arrêtait à la phase 3 ici, qui est l'exfiltration, avec la valorisation, est-ce que tu pourrais penser que vu que ça fait 280 jours qu'on regarde avant de déclencher l'attaque, on essaie de regarder qu'est-ce qui a été fait ailleurs, qu'est-ce qui ressemble au modèle que je vois en ce moment, est-ce que je peux l'exploiter plus, est-ce que je peux le distribuer, est-ce que je peux me servir de cet environnement-ci pour aller en attaquer un autre, parce qu'on est encore en mode patience. L'exfiltration, excuse-moi parce qu'en même temps, je suis sollicité par les questions, du coup ça me fait un peu peur. Oui, il y a des questions intéressantes d'ailleurs. Et oui, en fait, il faut bloquer le plus tôt possible. Il faut que la menace elle soit bloquée le plus tard possible. En sécurité physique, quand on va dans un bâtiment, il y a la barrière, il y a des poteaux, il y a là. Le but du jeu, c'est de voir arriver la menace pour s'y préparer. Okay. Donc les vulnérabilités, c'est le point, c'est ce qu'on échange depuis le début de cette conférence, c'est d'adresser les vulnérabilités pour éviter de se retrouver dans la situation d'escalade avec les pirates. Une fois que c'est rentré, il faut vraiment que tu regardes toutes tes fenêtres, toutes tes portes, tous tes processus, tous tes éléments, parce que si tu ne le fais pas, tu peux avoir un autre... Ouais. Et ce qui a changé depuis au moins 1 an, je dirais, c'est avant, on avait une attaque, une rançon, on était OK, merci, au revoir, t'as payé, t'entends plus parler de nous. Maintenant, on a ce qu'on appelle du triple dipping. Oui. Tu payes, puis le deuxième va dire je vais publier ton information. Tu dips. Puis à part de ça, j'ai l'information de tes employés, donc je vais aussi divulguer tes employés 3 fois. C'est du crime organisé pour faire de l'extorsion d'argent. Donc après, tous les moyens sont bons pour l'extorsion d'argent. Et quand on est du mauvais côté de la barrière, ça existe. Piratage est arrivé. On ne l'a pas vu venir. Ça fait mal un petit peu. On espère que ça ne fait pas trop mal. Maintenant, je suis dans la dernière étape. Là, vous êtes dans la zone rouge. Oui. Dans la zone rouge. Il n'y a plus rien qui marche. Donc là, normalement, le PDG dit qu'est-ce qui se passe? Il faut que ça remarche tout de suite parce qu'on perd de l'argent. Le CFO commence à transpirer. Le DRH se dit mince, il y a des gens qui vont rentrer et puis on ne va pas pouvoir travailler. L'avocat qui est là se dit qu'est-ce qui se passe, etc. On est dans une cellule de crise. Et puis on n'est pas sur un risque informatique. On est vraiment dans une crise qui est pour l'entreprise. Et c'est là qui est important. Donc normalement on a la détection, hein, mais si on est rendu là, c'est qu'on n'a même pas vu la détection. Donc on est déjà dans la phase, il faut jumper dedans, là. On est dans la partie de gestion de crise. Dans la gestion de crise, interne ou externe. Interne, effectivement, c'est toute la couche de direction qui est là parce qu'il y a des impacts juridiques, il peut y avoir des impacts sur l'image, il peut y avoir des impacts vie et mort quand on est sur un hôpital puis que ça rentre plus, que ça fonctionne plus, il y a une décision qui est à prendre. Et puis il y a des acteurs externes qu'il faut mettre en jeu. Qu'est-ce qu'on passe ? Qu'est-ce qu'en pense l'assureur ? Qu'est-ce qu'en pense l'avocat ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Notre déclaration. Le ministre Kerr a passé le projet de loi 64. Il y a des obligations qui viennent sur la divulgation d'informations. On n'est pas dans le TO, on est plus dans le TI, mais il y a des obligations qui sont à répondre parce que la loi, la police peut intervenir en plus de l'incident. Jusqu'à 4 % du revenu comme pénalité. Oui. Peu importe le montant, il faut intervenir. Il faut intervenir. Et puis démontrer qu'on a fait les éléments nécessaires pour protéger les individus, protéger l'industrie. Est-ce qu'on a la liste de ce qui a été impacté ? Est-ce qu'on a un moyen de communiquer ? Est-ce qu'on a un plan qui avait déjà été établi ?
C'est sûr que le jour de la crise, c'est des actions qu'il faut se rajouter. On vient de rajouter un petit peu de piment sur la salade qui est déjà pas mal compliquée à avaler. Beaucoup de stress. Exactement. Ouais. Une fois qu'on a fait ces éléments, on passe dans l'étape 3. Effectivement, il y a une identification d'analyse. Il faut savoir comment c'est arrivé. Si on ne sait pas comment c'est arrivé, ça va revenir, puis ça peut revenir pire. Parce que quand on s'est fait avoir, on vient juste de mettre sur une map « j'existe »,« bonjour, j'existe », puis by the way, j'ai cliqué sur des courriels sans faire exprès. Donc on vient d'exposer ça au marché cybercriminel, qui ont des dossiers bien organisés. Puis il faut savoir comment c'est arrivé parce que ça va revenir. Voilà, c'est ça. Il fait signe, je suis facile, je suis une proie facile, c'est facile d'entrer. Ouais. Alors, il y a des petits bémols par rapport à ça, mais effectivement, il faut se considérer comme on vient de s'exposer. D'avoir le chemin, les vulnérabilités exploitées, parce que si vous restaurez les backups ou vous repartez votre site de relève avec les mêmes problématiques, c'est une couple de minutes pour que ça revienne. Hein. Le même bobo. Malheureusement, c'est dans cette situation-là. Puis une fois qu'on a notre plan, effectivement, il faut laisser les équipes travailler, pas contenir, à éradiquer, à redémarrer les différentes solutions. Il ne faut pas leur mettre une pression démesurée, ils sont déjà en stress. Une fois que le plan est fait, il faut les laisser travailler pour repartir si on veut obtenir les objectifs de remise en ligne. Mais pour un chef de la sécurité ou un directeur informatique en entreprise, la pression doit être épouvantable. Parce que je ne peux pas te donner de temps. Patrick est directeur des opérations. Il dit « Dominique, ça va durer combien de temps? » Tu réponds quoi? Minimum 72 heures pour faire l'analyse avant de refaire quoi que ce soit. Et puis après, c'est ce que je disais, ça peut arriver sur 5, 10, 15, 20, 90 jours. Parce qu'il faut tout revoir, il faut être sûr qu'on n'ait rien échappé. Parce que, encore une fois, ils se sont cachés, ils se sont dissimulés, ils ont mis des moyens de reconnexion de distance. Donc il faut vraiment refaire l'analyse de tout, traiter toutes ces vulnérabilités. On ne peut pas prendre la chance de ne pas le faire. Donc il faut vraiment rehausser toutes les éléments de vulnérabilité. Donc tout ce qui n'aurait pas été fait dans les dernières années va être fait dans le temps de redémarrage de l'activité. Donc, toutes les commandes à produire, toute la cellule de production, c'est des choses qui... On dit minimum 72 heures. Tu penses à quoi, directeur d'usine? Tu te dis, premièrement, on va de moins en moins en papier, fait que c'est quasiment plus de papier. Fait que c'est quoi le dernier rapport qui a été sorti, dernière cellule de production au minimum pour produire? C'est sûr que tu peux te revirer de côté, savoir qu'est-ce que tu produis au stock habituellement. Au minimum, tu peux produire ça. Mais c'est sûr que ça change les priorités. Puis c'est pas une réponse que tu vas entendre? Non, pas du tout. Pas du tout, OK. Malheureusement, Dominique, étant chef de la sécurité informatique, ne te dira pas tout parce qu'il ne veut pas dire toute la gravité de ce qui peut arriver. Mon cher Patrick, ça va être une semaine maintenant. Oh, là, tu l'aimes pas, celle-là. Non, puis je pense que le CEO va encore moins l'aimer. Exactement. On ne pourra juste plus produire, on ne pourra pas livrer non plus. Là. Malheureusement, quand on arrive dans ce type d'accident, on passe d'une zone rouge à une zone orange, à une zone verte. Et moins il y a de documentation, plus ça va être long, moins il y a de gestion de règles, de segmentation, d'hygiène informatique, plus ça va prendre du temps. Donc, toute l'historique des vulnérabilités, et c'est ce qui fait que les TO, les manufacturiers sont des cibles de choix, c'est parce qu'elles sont mises au pied du mur pour repartir. Puis après, la question peut-être tentante... Bien, je suis directeur de l'usine, je vous dis, je vais payer. Toi, tu dis quoi? Ouais. Oui. Je dis, paye-moi d'abord avant de payer parce que j'ai plus de chances de te payer à lunch que d'avoir autre chose. La difficulté, payer, on ne sait pas exactement ce qui a été volé. Okay? On sait juste que ça ne marche pas. Ouais. On ne sait pas la capacité du pirate à restaurer. Et puis, il n'y a pas de SLA avec le pirate. Okay? Il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas il n'y a pas une garantie de service. Et payer est un risque parce que on n'est pas sûr de restaurer la bonne chose, on n'est pas sûr que ça va fonctionner, on n'est pas sûr d'avoir toutes les données, on n'est pas sûr d'avoir les données nettoyées parce que si le pirate nous renvoie des backdoors à l'intérieur, nous renvoie des vulnérabilités et des virus, ça devient compliqué. Donc payer, ce n'est pas le premier réflexe qu'on doit avoir. Surtout pas le premier réflexe. Puis si c'est votre premier réflexe, vous allez encore remettre une lumière rouge ou un point rouge sur votre front pour dire « reviens ». Okay. Pas de garantie de paiement. Les statistiques sont en notre défaveur. Quand on va payer, effectivement, on a un taux de retour de 20%, à peu près d'avoir des données complètes. Il y a des gens qui ont payé, qui ont récupéré le mauvais disque dur, par exemple. 20% de données complètes? Oui, tu peux pas. C'est pas fiable. Il n'y a pas de SLA. Il n'y a pas de SLA.
C'est très simple. C'est très simple. Ça encourage le crime aussi. Donc, dans certains États, dans certains pays, on a la notion de la laïcité de payer les rançons. Dans certains pays, il faut faire une déclaration au préalable pour dire on a le droit. Les assureurs peuvent vous conseiller sous le manteau pour vous dire peut-être faut faire quelque chose parce que ça peut peut-être nous sauver la vie. Mais ça ne doit pas être la première action qui doit traverser l'esprit. Okay. On peut entamer des négociations. Puis il y a des gens qui sont spécialisés dans ce type de négociation. On peut entamer une négociation, on peut essayer de voir qu'est-ce qu'il y a, on peut essayer de regarder qu'est-ce qui est le plus important qu'on n'aurait pas. Effectivement, puis une fois qu'on sait sur quoi jouer, on peut faire du sélectif pour aller chercher vraiment les informations très spécifiques, la recette de fabrication très spécifique, des éléments qui sont... On va les choisir, mais on ne peut pas dire en bloc, on paye, puis ça ira bien. Dans la même thématique que tu as en ce moment, on a une question ici. Avez-vous un exemple d'une collaboration entre l'État et l'entreprise pour faire face à ce fléau, c'est-à-dire une collaboration pour neutraliser ces groupes? Est-ce que l'État nous aide ou peut nous aider dans ça? Moi, j'aime à croire que l'État et les forces de police seraient aptes à nous aider. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Au Canada, c'est un peu compliqué. Je ne suis pas l'expert dans ces éléments-là. Au Canada, je sais qu'en Europe, en France, typiquement, il y a des secteurs qui sont sous protection, tutelle de l'État, au travers de l'ANSI, l'Agence nationale de sécurité de l'information, des systèmes informatiques ou du système informatique. Et du coup, il y a 12 secteurs qui sont pris en charge. Et puis, il y a des éléments qui sont surveillés de très, très près par le gouvernement. Si jamais il y a une attaque, le gouvernement va être capable d'intervenir dans l'entreprise. Il y a ce schéma qui existe pour les grosses corporations au Canada. On va parler des gens dans l'énergie, principalement, qui sont surveillés ou accompagnés dans ce cas. Si vous êtes une petite entreprise, malheureusement, vous pouvez toujours faire le 911 ou essayer d'appeler la police. Il y a des chances que ça n'avance pas ou ça ne vous aide pas, ou vont vous aiguiller vers des professionnels de cybersécurité pour vous accompagner. Nous allons, avant d'aller à le mot de la fin, nous allons prendre d'autres questions. Patrick ou Dominique, que doit-on considérer pour gérer les risques d'attaque par l'entremise de fournisseurs? En fait, Patrick. La première chose, je dirais, c'est vraiment tout ce qui est à l'interne. Quand on parlait tantôt justement de quelqu'un d'externe, qu'un fournisseur externe puisse venir se brancher directement sur notre réseau, déjà là, c'est une question à se poser. Est-ce qu'on peut y aller plus par VPN et autres? Les experts TI vont pouvoir plus gérer cette partie-là. Puis c'est important aussi, je dirais, plus dans moi-même du monde des TO, c'est important de dire au monde du TO d'utiliser les TI, surtout pour les aider dans leur cybersécurité, dans leur contrôle d'accès. Ça fait des années que c'est leur domaine au monde de TI. C'est pas quelque chose qu'ils viennent d'apprendre ou que c'est pas quelque chose qu'autant que le TO, c'est comme nouveau un peu pour le TO, mais pour le TI, ça fait longtemps qu'ils sont là-dedans. Fait que d'utiliser nos collègues à ce niveau-là. Puis Dominique, tu veux sûrement rajouter... Donc, d'un point de vue plus de cybersécurité, il y a deux notions. Faut savoir si votre fournisseur il est à connexion permanente ou ponctuelle. Parce que si c'est quelqu'un qui vient à intervalles réguliers, on va rouvrir les accès, on va l'autoriser. Si c'est des connexions permanentes, là, il va falloir se poser la question de la sécurité du fournisseur. Ça va être avec des clauses d'auditabilité. Vous devez savoir qu'est-ce qui est fait par votre fournisseur, comment il est capable de gérer. Ça ne veut pas dire que vous allez auditer, mais c'est très important d'avoir cette possibilité de lui poser des questions, la possibilité de vous rassurer, de vous expliquer qu'est-ce qui est mis en place. Puis ça peut se faire soit par des discussions, soit par des dialogues avec vos fournisseurs, mais ça peut se faire aussi avec un certificat. Je pense typiquement à un SOC 2 qui peut aider à garantir que les actions de base sont faites de façon sécuritaire quand ils vont se connecter à vos systèmes. Ça va prendre la formation des différents employés qui vont se connecter sur vos systèmes à vous, ça va prendre les outils, ça va prendre la surveillance de ces différents éléments. Donc ça permet d'avoir un fournisseur qui a des garanties avec une clause d'auditabilité parce qu'il va être connecté. Veut pas, il est dans vos infrastructures en permanence au même type que n'importe quel employé dans l'entreprise. Puis si lui, il a une gestion un peu plus laxiste de la sécurité, si lui se fait breacher, si lui, il a des vulnérabilités, comme tout le monde, on vient de rajouter une tranche de gruyère à l'intérieur, on va être sûr qu'on a limité, puis celles qui existent, on est capable de les surveiller ou on est capable de pouvoir les adresser. Patrick, une question qui, je vais un petit peu prendre un autre sens dans la question. On me demande, est-ce qu'on doit être une multinationale pour se protéger? Je vais prendre ça à l'inverse. Tu as une usine,
Tu as entendu parler de fléau que notre ami Dominique ici essaie de ne pas nous faire peur avec. Est-ce que tu te posais la question, je fais quoi avec mon usine? Oui, c'est super important. On l'a vu dans les exemples au début, ce n'est pas tous des multinationales. Il y a beaucoup de petits manufacturiers ou même des PME qui ne pensent pas, où tout le monde pense, je suis PME, je suis petit, je ne serai pas attaqué. Non, s'ils décident de choisir un manufacturier ou un fournisseur, que votre fournisseur, qui a plusieurs entreprises, ils peuvent passer. On dit c'est pas dans ma cour. Au contraire, si on dit que c'est pas dans sa cour, il faudrait peut-être se poser des questions. Mais si tu regardais ton usine, tu commencerais à regarder où? Oui, c'est la première chose. C'est quoi qui te ferait peur? Le genre de question que moi, j'aurais vers toi. Oui, c'est sûr qu'il y a des questions d'intrusion, parce qu'on veut être sûr, comme on dit, on va y aller les murs de béton. On aimerait ça que ça soit comme notre usine soit protégée par des murs. Souvent, il y en a qui vont dire, je suis à l'intérieur, il n'y a aucun problème, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Fait que la première chose, c'est de faire appel à des entreprises comme nous aussi, on le fait, avec certains clients, c'est de faire des audits TOTI pour commencer. Fait que de même, on peut voir c'est quoi, justement, faire le processus actuel de qu'est-ce qu'il y en est en termes d'audit TOTI. C'est comment que ça se connecte, c'est quoi les connectivités, c'est quoi les logiciels utilisés, y a-t-il de la protection, pas de la protection, y a-t-il des ports ouverts, y a-t-il des... Comme on disait tantôt, la question de la caméra, c'est justement un audit TOTI qu'on a pu voir que juste en rentrant dans le fournisseur avec le système de caméra de sécurité qu'on appelait dans le TO, c'est quelque chose qu'on a pu voir directement en faisant un audit TOTI. C'est la première chose, c'est que de même on peut voir nos vulnérabilités, nos gaps, puis avoir un plan d'action, voir qu'est-ce qu'on peut faire au minimum pour se protéger. Ouais. J'ai vu plusieurs situations, Dominique, où les dirigeants demandaient de refaire une vision des TI. Puis souvent, on se retrouve où est-ce que les TI sont vraiment mal équipés pour toutes sortes de bonnes raisons. Okay? Budget, connaissances, départ, etc. On arrive dans des situations comme ça et on fait quoi avec les TI? Les TI doivent supporter les TO. Les TI sont absentes en usine. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais c'est un vrai choix d'entreprise de prendre conscience de la réalité de la situation. On ne peut pas avoir des envies de simplification, de fusion, de métiers sans soutenir ces différents aspects. Donc c'est très important de prendre en considération. C'est la première chose. Hein. On a dit, aujourd'hui on juge sur la distance. Ce n'est pas la distance. Non. C'est le risque qui est existant, puis le risque, les vulnérabilités qui sont des premiers éléments. Puis ça, c'est un premier step qui doit être fait. Et malheureusement, dans les usines, ce ne sont pas des firmes TI. Il faut apprendre ça, il faut avancer step by step, pas faire ces petits pas un par un. Il y a des cadres normatifs qui existent, qui permettent d'avoir des guides, qui permettent d'appliquer les différents éléments. Il y a tout un tas d'éléments qui permettent d'avancer sereinement dans la cybersécurité. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas démarrer l'action le jour du piratage ou le jour de l'accident. Et puis encore, hein, c'est statistique là. C'est pas, ça arrive, il y a des actes malveillants. Vous pouvez laisser votre portière de voiture, votre auto ouvert dans la rue. Peut-être que vous ne ferez jamais cambrioler votre voiture. Peut-être que non. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il y a quelqu'un qui s'essaye, il va ouvrir votre voiture. Et donc, il faut l'adresser. Oui, on peut penser ne pas être à risque. On peut dire que c'est des histoires de James Bond, c'est des crimes internationaux, c'est des grands groupes. En fait, c'est la facilité et le gain qui va faire. Donc, peu importe votre positionnement. Donc, pour faire écho à la question, il faut prendre en considération pour faire action. La première chose, c'est d'avoir un statut. Si vous avez déjà votre statut, c'est de lancer les actions, puis de pouvoir se réévaluer. On est toujours dans des cercles d'amélioration continue, parce qu'on ne peut pas passer de 0 à 2000% en 15 jours, mais on va le faire à intervalles réguliers. Ouais. Ce qui a changé depuis 2 ans, je dirais, Dominique, c'est qu'à l'époque, lorsque un de nos clients avait une faille de sécurité, un bris, un ransomware, le risque réputationnel était grand, très grand. On n'en parlait pas, on ne devait pas en parler. Mais lorsque je vois un impact de 7 à 90 jours ou 200 jours pour réparer quelque chose, c'est sûr que les fournisseurs vont le savoir. C'est sûr que les clients vont le savoir. C'est plus une réputation, c'est un fait maintenant. Je dirais que la loi 64 qui va être par étapes appliquée va obliger aussi ces éléments-là parce qu'on en a toutes des données personnelles. Et donc forcément, ça va forcer la divulgation, ça va forcer la mise en conformité, ça va forcer la mise en place de règles de sécurité. Et pour faire profiter tout le monde. L'objectif, c'est aussi de pouvoir en faire profiter tout le monde. On ne veut pas aller dans l'accident. Ouais. Franchement, c'est pas drôle d'aller dans cette dimension-là. Une question qui est intéressante. Avez-vous des exemples de cadres normatifs à nous identifier? Est-ce que c'est gratuit ou coûteux? Gratuit ou coûteux?
Non, les cadres normatifs. Les cadres normatifs, qu'on parle d'ISO, qu'on parle de NIST, la documentation est disponible. Par contre, les documentations, il faut un œil un peu averti pour capable de en boire et à manger. Le cadre PCI, par exemple, pour gestion de carte de crédit, ça prend de sécuriser le Wi-Fi. Si vous n'avez pas de Wi-Fi, n'installez pas un Wi-Fi pour répondre au cadre normatif. Okay. Ouais. Je le dis un peu bêtement ou brutalement comme ça, mais oui, il y a des guides qui existent. Ils sont plus ou moins gratuits, plus ou moins téléchargeables, plus ou moins avec déjà des gabarits, des éléments de réponse, des feuilles de réponse, etc. Ça vous prend un peu d'accompagnement. Vous pouvez vous essayer vous-même. Ça prend un peu d'accompagnement pour ne pas se frapper tout seul contre un mur ou pas. Il faut savoir raison garder pour ne pas mettre un niveau de risque trop important, parce que si tout est à risque, on va arriver dans la zone que j'expliquais tantôt, tout en haut, on ne va plus rien faire. Dernière question qu'on va prendre, Dominique. Je m'adresse à toi. Comment peut-on éviter une attaque de visite sur un site Internet, autrement dit un DDoS, je crois? Pourquoi les pirates et comment les pirates peuvent avoir décidé de faire ce type d'attaque? Je pense qu'on a répondu tout à l'heure. L'appât du gain et la facilité. Pas du gain, facilité. Si vous êtes une cible facile puis vous représentez un bon client, ça va, vous allez avoir des problématiques. Et dans ce type d'attaque, la proximité s'appelle www.quelquechose.com ou CA, etc. Ça peut être aussi proche que ça. Ça peut être le site du CRM, ça peut être un site de VoIP. Et le site de VoIP, plus de téléphone, par exemple. Okay. Donc l'impact, il est très fort. Si votre job dans la vie, c'est de répondre à l'appel au téléphone à la journée longue, je sais où vous faire mal. Oui, absolument. Donc, pour clore, si on parlait de takeaway tout à l'heure, on vous invite, s'il vous plaît, ne soyez pas une cible de choix. Il faut vraiment évaluer les vulnérabilités et votre posture pour y remédier. Posture, c'est comment vous vous présentez au niveau cybersécurité. S'assurer que vos mesures, quelles qu'elles soient, fonctionnent. Comme Dominique a dit, il y a le plus bas niveau, c'est juste la sensibilisation. Une mesure qui ne peut pas être contrôlée, faites une économie, ne la mettez pas en place. Exactement. Ça donne juste une permission d'être tout azimut. C'est tout ce que c'est. Okay? Entraînez vos réflexes pour éviter le suraccident. On n'a pas parlé aujourd'hui, mais souvent, Dominique, on parle de cyberhygiène ensemble dans diverses discussions que l'on a. Quelle est la cyberhygiène? Cyberhygiène, le traitement des vulnérabilités, antivirus, mot de passe, backup, 4 étapes, 4 points clés pour pouvoir avancer. Et comportement utilisateur? Après, une fois qu'on a ces briques qui sont logicielles, effectivement, on a les outils, les processus, les personnes. Donc, effectivement, il faut l'adresser dans le... On parle plus d'outils, effectivement, ça parle à beaucoup de monde. Mais les personnes, c'est les entraîner, les sensibiliser. Quelle est la valeur des informations qu'on manipule? Souvent, on ne le sait même pas. Ouais. On manipule des fichiers, on ne sait pas la valeur du fichier. Puis du coup, comme on ne connaît pas la valeur, qu'on n'est pas capable d'estimer la valeur du fichier, on va s'autoriser des actions qui sont plus ou moins sécuritaires. J'arrive pas, je vais envoyer ça sur mon Yahoo, le fichier de tous les clients, je n'arrive pas à l'imprimer, je l'envoie sur mon Yahoo pour l'imprimer à la maison. Mais il y a peu d'incidents que c'est de la part d'un employé malveillant qui est documenté. C'est beaucoup... Je ne sais pas que j'ai un comportement qui est non désiré ou non voulu ou qui va hors des normes. Je ne le sais pas, on ne m'a pas éduqué là-dessus. Donc, je ne suis pas en faute. C'est là qu'on doit avoir des programmes de sensibilisation. Exactement. Sensibilisation. Oui. Et finalement, implanter l'amélioration continue. Sécurité, c'est un voyage. Oh, ouais. Un voyage. Notre Saint-Valentin, on a fait un séminaire là-dessus. OK. Ouais. C'est un voyage. Il faut le faire arriver de pas grand-chose à un gros step. C'est vraiment des étapes qui sont faites. Et la seule façon de l'assurer, chaque pas qu'on fait, c'est l'amélioration continue. On va mesurer. Une fois qu'on a mesuré, est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça aide la business? Est-ce que ça rencontre les objectifs d'affaires de façon sécuritaire? Puis on va faire des implémentations. Et ça, c'est vraiment important. Sinon, ce ne sera que des coups de marteau à gauche et à droite pour essayer de fixer quelque chose. Puis ça ne vous protégera pas dans la durée. Dans une de nos post-TI, on a parlé de la Saint-Valentin. Se rappeler de se donner de l'amour chaque année? Toujours. Donc, c'est dans notre programme de sensibilisation et d'amélioration continue. Donc, merci Patrick. Merci Dominique. Plaisir. D'avoir échangé avec nous aujourd'hui.
J'aimerais vous rappeler que nous tenons une conférence annuelle sur la cybersécurité, Cybersécurité 2020, qui aura lieu le 26 et 27 octobre. Mon collègue Dominique sera conférencier. Je serai aussi animateur. Réservez votre place à cybersécurité20-20.com chez Novipro. C'est pas juste des conversations entre moi et Dominique et d'autres experts de Novipro, mais on a des experts connus dans l'industrie. Oui. Venez sur notre site, il y a toute la liste des gens qui sont invités. On en a qui viennent d'Europe, des gens qui viennent de Colombie-Britannique. Et des personnalités connues. Oui. Surtout. Donc, encore merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Pierre Tocci, Patrick Caron et Dominique Derrier. Merci encore et à très bientôt. Merci. Merci Chers participants, cette session est maintenant terminée. Merci de vous déconnecter et de retourner dans votre programme personnalisé pour vous connecter à la prochaine présentation.